Donc aujourd'hui, effectivement, toujours dans ce contexte de confinement, on est dans une situation où beaucoup de rameurs, de rameuses et puis de personnes pour s'entretenir, dans l'objectif de s'entretenir physiquement, font de plus en plus d'ergomètres. La question est donc clairement comment faire attention, comment ne pas se blesser, étant donné qu'on augmente le temps, le volume horaire qu'on passe sur la machine notamment, et voir effectivement quelques préconisations importantes par rapport au geste de l'aviron sur l'ergomètre, mais aussi de manière un peu plus large. Alors aujourd'hui, pour parler de ça, j'ai le grand plaisir de partager le temps avec Antoine, Antoine Gras, qui est kiné de l'équipe de France olympique, ancien rameur également. Donc, je vais le laisser se présenter. Juste une petite information, enfin, comme sur les précédents lives, vous avez la possibilité de vous exprimer via le chat et puis nous répondrons aux questions au fur et à mesure éventuellement, ou alors nous garderons un petit temps à la fin pour répondre aux différentes questions. Voilà, mais je passe la parole à Antoine pour qu'il se présente. Bonjour Didier, bonjour à tous. Donc Antoine Gras, je suis kinésithérapeute. Donc j'interviens en équipe de France depuis 2014. Avant d'être kiné, j'étais entraîneur au sein de la Ligue de l'Air d'Aviron. Et avant d'être entraîneur, j'étais moi-même rameur. Donc c'est vrai que ce sujet de l'ergonomie, lorsque l'on fait de l'ergomètre, me parle pas mal. Parce que quel que soit notre rôle d'entraîneur, euh, d'être dans un staff médical ou alors le rôle de rameur tout simplement, on a tous été confrontés à des problèmes de lombalgie. Alors, on va voir un petit peu aujourd'hui, on va voir un petit peu qu'est-ce que la posture, qu'est-ce qu'une bonne posture, mais surtout qu'est-ce qu'une mauvaise posture et les conséquences que ça a au niveau de notre rachis. Et puis, on verra un petit peu par l'intervention de Didier quelle est la bonne posture à avoir en aviron. Et on verra ensuite comment on peut essayer d'éviter de se blesser. Alors, qu'est-ce qu'une bonne posture? Donc, c'est une définition qui n'est pas forcément évidente. Massion, en 94, l'a définie comme une position particulière des segments corporels les uns par rapport aux autres. Donc, il existe un grand nombre de postures pouvant être adoptées par l'être humain. Parmi elles, la station debout érigée constitue la posture de référence. Et son maintien doit s'opposer à l'action de la pesanteur. Donc du coup, par rapport à cette posture debout, on va voir un petit peu comment est le rachis, la colonne vertébrale dans son ensemble. Donc lorsque nous sommes debout, la colonne vertébrale va s'articuler de la manière suivante. On va avoir une alternance entre des zones de creux, ce qu'on appelle lordose, et des zones de bosse, c'est ce qu'on appelle la syphose. Donc on a deux lordoses physiologiques, la lordose lombaire dans le bas du dos et la lordose cervicale. On a trois syphoses physiologiques, le sacrum tout en bas, ensuite les dorsales et pour terminer le crâne. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est que au niveau donc des lordoses, c'est la zone de mouvement, c'est la zone de mobilité de la colonne. Au contraire, les zones de syphose, donc les bosses, sont les zones de rigidité, les zones de protection. Donc, sur une colonne vertébrale, les problèmes qui vont survenir la plupart du temps vont être situés au niveau des zones de mouvement, donc au niveau des zones lombaires et des zones cervicales. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement à la zone lombaire parce que c'est celle qui nous intéresse chez le rameur. Et cette zone lombaire, elle est indissociable du bassin parce qu'elle s'articule avec le bassin et qui est indissociable également de l'articulation de la hanche. Donc lorsqu'on va parler de cette zone lombaire, on va parler également du bassin et de la hanche. On va partir d'un constat, donc une étude de Trompeter en 2017. Donc c'est une revue de littérature qui montre que chez les sportifs de toute discipline, la proportion la plus élevée des lombalgies se trouve chez le rameur. La plus faible se trouve chez les basketteurs. Alors, par rapport à cette étude, on peut se poser la question pourquoi autant de lombalgie chez l'athlète rameur.
La première chose, c'est que l'aviron, c'est un sport où on est assis. Donc effectivement, si on n'arrive pas à maîtriser sa posture assise, eh bien, on peut rapidement créer des déséquilibres, ce qui peut créer des anomalies au niveau de la colonne et donc créer une blessure. Donc on va voir maintenant, on va parler donc tout d'abord de la mauvaise posture, celle que l'on adapte tous lorsque l'on est assis si on ne fait pas attention. Et on verra un petit peu les bonnes postures par la suite, notamment en aviron, qui sera développé par Didier. Alors, sur ce schéma, donc on voit une petite mamie qui fait de l'ordinateur. Donc on peut voir que la colonne vertébrale, elle est bien différente du schéma de tout à l'heure. Effectivement, on a le creux dans le bas du dos qui est complètement effacé. On a notre bassin qui est en bascule arrière, en bascule postérieure, c'est ce qu'on appelle une rétroversion. Et on a également une mise en tension donc, des muscles du plan postérieur, notamment des ischio-jambiers, qui accentue cet effet. Alors, pour comprendre pourquoi cette mauvaise posture peut créer des blessures au niveau de la colonne, on va parler un petit peu d'anatomie, et notamment d'anatomie du disque. Alors, un disque, très succinctement, donc un disque, comment c'est fait? Donc, comme on peut voir sur le schéma, un disque est composé de deux choses essentielles. On a donc un anneau fibreux en blanc sur le schéma, qui va contenir un nucleus pulposus, c'est un noyau. Ce noyau va être incompressible et est contenu donc dans l'anneau avec du gel. Petite particularité anatomique de cet anneau va être plus fin en arrière et sur les côtés, ce qui fait qu'il va être plus fragile en arrière et plus fragile sur le côté. Au contraire, en avant du disque, cet anneau est bien plus épais, bien plus solide. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne lorsque l'on bouge notre dos. Donc, la dynamique discale, c'est le mouvement du nucléus lors des mouvements lombaires, est bien connue, elle est référencée par de nombreuses études qui montrent un petit peu qu'est-ce que fait ce noyau lors des différents mouvements lombaires. Donc, lorsque l'on va effectuer un penché en avant, donc c'est ce qu'on appelle une flexion lombaire, le noyau va se déplacer vers l'arrière. Lorsque l'on fait un penché arrière, donc lorsque l'on fait une extension lombaire, ce noyau va se déplacer vers l'avant. Alors, comprenons bien que lorsque l'on a une mauvaise posture assise, on a vu que notre dos était courbé vers l'avant. Or, on a dit que dans cette position, on a ce fameux noyau qui va venir taper à la porte au niveau de la partie arrière de cet anneau. Ce qui fait que, vu que cette partie-là est fragile, eh bien, on peut créer rapidement un déséquilibre, voire une rupture de cet anneau, et donc créer une lombalgie. Donc effectivement, on connaît tous, ou alors on a tous eu des imageries du dos montrant une protrusion discale, une hernie discale. Donc c'est un petit peu ça le mécanisme, et c'est ça qui va créer donc des douleurs au niveau du dos, mais qui peuvent créer également des douleurs projetées, type sciatique ou cruralgie. Didier, tu pourrais un petit peu nous expliquer ton point de vue d'expert en aviron et comment bien se posturer à l'ergomètre, par exemple? Oui, oui, tout à fait. Alors, effectivement, la première chose, c'est de bien prendre conscience de l'importance déjà de la posture, et puis tout simplement de voir que selon les postures ou les positions que l'on a, on exerce des pressions très différentes et de plus en plus importantes selon la position dans laquelle on se trouve. Alors, effectivement, il y a des fois où l'on est simplement assis, et là, la pression sur la région lombaire reste quand même importante, et plus on va apporter une pression importante due à une charge que l'on porte, par exemple, comme on voit sur ce schéma à droite, eh bien, il va avoir une pression vraiment importante sur la région lombaire. Donc, avec ce petit schéma là que l'on retrouve en fait
qui est le fruit d'une étude en fait qui a été menée depuis quelques années maintenant, mais qui est toujours d'actualité. Si on prend la position d'un rameur qui se trouve sur l'avant, par exemple, s'il tire à un niveau de 50 kF, alors on parle en kF dans l'étude d'Abel Rosu, là, qui est un ancien international belge et médecin maintenant, qui a écrit plusieurs articles, qui a fait sa thèse d'ailleurs sur cette notion-là. Et donc, Abel nous dit dans sa thèse que si un rameur tire à une intensité, à une force de l'équivalent de 50 kF, la pression, la force de compression au niveau des vertèbres lombaires, donc on reviendra un petit peu après sur ce qu'est une force de compression, mais c'est l'équivalent de 780 kF. Donc, c'est-à-dire que pour une force que l'on exerce dans les mains, sur l'avant, on a une force à peu près 7 fois plus importante au niveau de la région lombaire. Donc, on comprend bien tout de suite l'importance de la bonne posture, étant donné l'importance et le degré de force qui sont exercés sur ces régions. Alors, au fur et à mesure du coup d'aviron, cette intensité ou cette force, elle change et on se retrouve en fait avec une force sur l'arrière qui est un peu moins importante, hein, une force de compression qui est moins importante, étant donné qu'on a l'équivalent de 200 kF, toujours pareil en termes de force de compression. Donc, si on parle de force de compression, il faut distinguer deux choses en fait, la force de compression et la force de cisaillement. Donc, la première, la force de compression, c'est tout simplement la force qui va s'exercer dans l'axe des vertèbres, qui va écraser les vertèbres, le disque, mais ça se fait relativement, on va dire, à plat, contrairement à une force de cisaillement qui va, elle, exercer une force plutôt en avant du disque ou en arrière, et qui va donc pousser le noyau et le disque vers l'extérieur. Donc, c'est vraiment cette situation qui est compliquée et dangereuse lorsqu'on pratique l'aviron. Donc, il est très, très important, effectivement, de maîtriser, si on prend le schéma, il est extrêmement important de maîtriser sa posture de manière à respecter un maximum le bon alignement des vertèbres. Donc, le schéma suivant est d'être en fait un schéma que l'on voit souvent dans les cours d'ergonomie. Donc, avec cet homme-là qui soulève une brouette, et on voit bien effectivement que sa colonne vertébrale est tout arrondie, et on est dans la situation de la force de cisaillement, où on voit qu'il y a une force très importante en avant de la vertèbre et qui pousse le noyau du disque vers l'arrière. Donc, ce genre de posture est complètement à abolir, mais on se rend compte là, on se dit bon, effectivement, il est en train de porter une brouette, c'est pas très très grave, mais en fait, si on prend ce geste simple là de la brouette et puis qu'on tourne, on effectue une rotation d'à peu près 80 degrés de la position de cette personne-là, eh bien, effectivement, on se retrouve tout à fait dans la posture dans laquelle on se situe en bateau. Et on voit bien, malheureusement, que cette posture, on la retrouve quand même quelquefois chez les rameurs. Donc, et notamment, quand on voit l'image du bas, effectivement, avec cette illustration que je mets en plus gros plan. Voilà, on voit bien cet arrondi du dos qui est vraiment très marqué et qui, dans ce cas-là, peut être source clairement de problèmes et de gros problèmes. Donc, la question maintenant est de savoir, en fait, alors on a identifié la mauvaise posture que l'on voit sur la droite.
Maintenant, il faut essayer de savoir en fait quelle est la bonne posture, que ce soit lorsqu'on porte une charge ou tout simplement lorsque l'on est sur ergomètre ou en bateau. Et donc, on retrouve la mauvaise posture où effectivement la lordose lombaire, justement à droite, là, est complètement n'existe pas, on ne la retrouve pas. Et par contre, la bonne posture, c'est la position neutre du rachis, là, la position du milieu et celle de gauche, où en fait on respecte les courbures naturelles qu'Antoine a évoquées tout à l'heure. Et c'est cette posture-là, effectivement, en respectant les courbures naturelles, qu'il faut essayer de retrouver en fait au maximum pendant la pratique. Alors, une petite illustration de cette bonne posture avec cette rameuse, moi, qui a été notamment championne olympique, et on voit effectivement sur cette image que la position des lombaires est en position neutre, et cette position permet de supporter la charge importante, la force exercée par la rameuse pendant qu'elle rame, que ce soit à l'entraînement ou en course. Donc voilà, mais maintenant, si qu'on a identifié en fait la bonne posture, la mauvaise posture et la mauvaise posture, Antoine, est-ce que tu peux nous dire quels sont éventuellement les facteurs de risque qu'il peut y avoir pour la pratique? Oui, Didier. Alors, les facteurs de risque, il y en a plusieurs. Donc là, on va se baser sur une étude de Fiona Wilson qui a été réalisée en 2017. Fiona Wilson, c'est une ancienne rameuse irlandaise de haut niveau qui est spécialiste de la lombalgie chez le rameur. Donc, au travers son travail, elle a démontré qu'il y avait 4 principaux facteurs de risque de développer une lombalgie chez le rameur. Le premier facteur de risque, qui est intéressant parce qu'on va pouvoir agir dessus, c'est le manque de souplesse au niveau de l'articulation de la hanche et des chevilles. Le deuxième facteur de risque, c'est le sexe. Les hommes auraient davantage tendance à développer une lombalgie que les femmes. Le troisième facteur de risque est lié aux aspects techniques, donc une bonne gestuelle, une bonne coordination permettrait de réduire le risque de blessure. Et enfin, le dernier facteur de risque, donc c'est bien sûr la quantité d'entraînement, notamment la quantité d'ergomètres que nous faisons. Plus on va faire de l'ergomètre, plus on va ramer, et plus on a de chances de développer une blessure. Alors, donc on va parler un petit peu plus en détail du premier facteur de risque, notamment le manque de souplesse de hanche. Alors, pour ça, on va détailler un petit peu le mouvement de l'aviron et notamment la phase du retour lorsque on a placé les mains devant les genoux, les épaules sont devant les fesses. Et là, du coup, on va venir grouper les jambes pour venir en position sur l'avant pour poser les palettes dans l'eau. Alors, lorsque l'on est dans cette position, on remarque que les hanches sont complètement fléchies. Les genoux sont au niveau du thorax du rameur et du coup, les mains sont bien étirées. Donc, si on a une raideur de hanche, déjà dans cette position, on ne sera pas très à l'aise. Et puis, on va créer des compensations. Première compensation, eh ben, ça va être au niveau du bassin, qui va basculer en arrière. Donc, il va faire une rétroversion. Et du coup, si on n'est pas bien installé, si on fait pas trop attention à sa posture, et bien du coup, la kyphose lombaire va être accentuée, ce qui augmente les risques de blessure. Donc, si on résume un petit peu, donc lorsque l'on fait de l'ergomètre à la maison, pour éviter de se blesser, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a dit, Didier a détaillé tout ça, qu'il fallait donc maîtriser sa posture, avoir une position de dos plutôt droite, plutôt neutre, notamment lors de la position avant, lorsque l'on fléchit les jambes. Cette bonne posture, elle est possible
grâce à une bonne souplesse de hanche, une bonne souplesse de cheville, mais également grâce à une bonne coordination. Alors, la question qui va se poser, bien sûr, c'est comment éviter la blessure? Alors, c'est une question qui est pas évidente parce qu'on a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. On a des facteurs intrinsèques, donc génétiques. On a également des facteurs extérieurs comme le type d'entraînement que l'on va faire, la quantité d'entraînement. C'est vrai que si quelqu'un a déjà eu mal au dos, il aura plus tendance à développer une lombalgie en ramant que quelqu'un qui a jamais eu mal au dos. Alors, ce qui est intéressant, ça va être de comment diagnostiquer des problèmes susceptibles d'augmenter ces risques de blessure. Donc, dans ces études, Wilson a déterminé 3 tests de dépistage qui peuvent vous permettre de déterminer si vous êtes à même de vous blesser ou non. Donc, c'est vraiment des tests qui sont très simples. Le premier test, ça va être de réaliser un squat. Donc, la réalisation du squat, on connaît tous, hein, on connaît tous ce que c'est. Donc, c'est des squats complets. On va chercher à garder les talons bien à plat. Les pieds vont être écartés à peu près de la largeur du bassin. Et on va chercher à garder la position du dos neutre. Deuxième test de dépistage, ça va être le passage d'une position assise à une position debout. Alors, on va attendre de voir la petite vidéo. Voilà, super. Donc, dans cette vidéo, voilà, donc le sujet est assis, les pieds donc légèrement en arrière d'une verticale passant par les genoux. Et là, l'exercice va consister à d'abord faire une antéversion de bassin. Ensuite, on va chercher à garder son dos bien fixé, donc son dos en gardant bien sa lordose physiologique. Ensuite, on va réaliser ce qu'on appelle une flexion pelvienne. Donc la flexion pelvienne, ça va être de se pencher en avant sans bouger le dos, sans bouger le bassin, mais de bien faire cette flexion par les hanches. Une fois que les épaules sont bien en avant des fesses, que le dos reste bien droit, on va pousser au sol pour se mettre debout. Donc cet exo qui peut paraître assez simple, il est quand même assez compliqué à réaliser et il montre bien la capacité du sujet à premièrement placer son dos, ensuite fixer son bassin et ensuite exécuter une flexion par les hanches pour maîtriser sa bonne posture et éviter ainsi des gestes blessants. Le troisième test, je pense que Didier va nous en parler, c'est la position du rameur sur l'avant. Didier, tu nous écoutes? Antoine, le test suivant correspond en fait à l'utilisation de l'ergomètre comme moyen de dépistage en fait, dans la mesure où il permet, donc on place le rameur en position sur l'avant et celui-ci doit rester dans cette position-là. Donc, vous voyez à l'écran deux images, hein, l'image de gauche où on a le dos arrondi et l'image de droite où là par contre le rameur a une bonne posture. Donc on cherche à maintenir cette posture le plus longtemps possible en position statique de manière à quantifier en fait la capacité du rameur à exercer à rester dans cette position-là de manière assez longue. Et ceci nous permet également d'évaluer la capacité ou la souplesse de la chaîne postérieure, car s'il n'arrive pas à se mettre dans cette position-là, dite neutre, en fait, du rachis, on peut identifier deux problèmes potentiels, de sources potentielles de cette impossibilité de bien se placer. Le premier, c'est le manque de souplesse de la chaîne postérieure, et éventuellement, le deuxième, ce serait la souplesse des chevilles qui ferait défaut et qui
donnerait en fait cette impossibilité justement de se placer correctement. Donc, il faut savoir quand même que justement, c'est rien d'utiliser cette position sur l'avant et avec l'ergomètre de pouvoir correctement, alors si on est tout seul, utiliser un miroir, mais en tout cas, essayer de trouver, enfin d'utiliser cette solution de l'ergomètre pour soit avec un miroir, soit avec une personne tierce, un entraîneur, quand on sera sorti du déconfinement, justement d'identifier la bonne posture et de trouver les moyens justement de pouvoir conserver cette posture. Donc, on parle bien là d'endurance lombaire, et il faut savoir maintenant quelles peuvent être en fait les solutions pour développer justement cette endurance lombaire. Et donc Antoine, est-ce que tu peux nous guider justement sur cet aspect, si le rameur a des défaillances, que ce soit au niveau de l'endurance lombaire ou du manque de souplesse, quels sont les moyens? Alors, oui, bien sûr, on va développer tout ça. Donc les moyens, en fait, ils sont au nombre de 3. Donc si vous avez des problèmes à maintenir votre dos, donc sur ces 3 tests de dépistage que l'on a vus, eh bien, on va avoir 3 axes de travail. Le premier axe de travail, ça va être de travailler sa posture. C'est ce qu'on appelle l'éducation posturale. Ensuite, on va avoir un travail d'assouplissement. Donc, assouplissement à la fois articulaire des hanches et des chevilles, comme on a vu tout à l'heure, mais également un travail d'assouplissement musculaire et notamment donc du plan postérieur. Et enfin, bien sûr, il va falloir renforcer ses lombaires. Tu parlais tout à l'heure d'endurance lombaire. Eh bien, on en discutera par la suite. Alors, commençons par l'éducation posturale. Donc, pour mieux maîtriser sa posture, on va chercher à réaliser des gestes très simples. Pour chacun de ces exercices, l'objectif va être de bouger son bassin en avant, en arrière, afin de prendre conscience que lorsque l'on bouge son bassin, eh bien, on bouge ses lombaires. En gros, si on bascule son bassin vers l'avant, on va venir creuser son bas du dos, et inversement, si on le bascule vers l'arrière, on va venir le bomber. Du coup, on va voir sur la prochaine image, voilà, un sujet. Alors, sur le sujet à plat dos peut-être. Bon, là, le sujet à 4 pattes, c'est pas grave. Alors, donc en général, on commence les exercices en se plaçant allongé sur le dos, les jambes fléchies. Et donc là, on va exécuter plusieurs fois le mouvement de creuser, décreuser le dos. Lorsque ce mouvement est bien maîtrisé, pour mieux ressentir les choses, on peut mettre une main derrière le dos et sentir que lorsque l'on décreuse, eh bien, le rachis va venir appuyer sur la main et inversement. Une fois que tout ça est bien maîtrisé, on peut effectuer la même chose, les yeux fermés, toujours pour bien prendre conscience de la mobilité de son dos. Et enfin, quand tout cela est bien maîtrisé, on va venir tendre les deux jambes, ce qui crée une augmentation de tension des muscles fléchisseurs de hanche et ce qui augmente la difficulté de l'exercice. Une autre position assez simple, c'est la position 4 pattes, celle qui était à l'écran tout à l'heure. Donc là, pareil, hein, on va venir chercher à creuser le dos, à décreuser le dos, en essayant de ne pas trop bouger l'avant, donc l'avant du corps, les épaules et la tête. Également, lorsque ceci est bien maîtrisé, on va pouvoir mettre un manche à balai au niveau de la colonne. Alors tout seul, c'est pas forcément évident, il vaut mieux être deux. Et puis, on va venir s'entraîner à venir donc creuser son dos, bien sentir que lorsque le dos est creusé, on va avoir 2 appuis sur le bâton, un appui au niveau du bassin, un appui au niveau des épaules. À l'inverse, lorsque le dos est complètement bombé, on va avoir qu'un seul appui au niveau du sommet de la courbure. On peut également s'entraîner
à venir faire correspondre l'ensemble de son rachis au niveau du bâton pour avoir une position de dos neutre. Dernier exercice, un petit peu plus compliqué celui-ci. Donc là, le sujet est debout, les jambes légèrement fléchies. L'exercice va être de caler le bâton entre ses hanches et les cuisses, tout en exécutant une antéversion de bassin. On peut alterner cette position à une position où on va complètement se courber en avant. Donc là, normalement, le bâton va venir rouler sur les cuisses. Lorsque cet exercice est bien maîtrisé, on peut augmenter un petit peu la difficulté en augmentant la flexion de genou, ce qui va permettre de travailler sa posture dans une position un petit peu plus délicate. Alors, parlons un petit peu maintenant de notre deuxième axe de travail qui va être les assouplissements. On va commencer par ce qu'on appelle un rodage articulaire, un assouplissement articulaire de l'articulation de la hanche. Alors, il faut savoir que ce rodage articulaire, on peut l'exécuter plutôt en début de séance. C'est un petit peu un échauffement de l'articulation. Ici, donc, comme on voit sur le schéma, on va venir donc poser son genou devant soi, alors soit sur un banc, soit au sol, et l'objectif va être de pencher le buste en avant sur son genou et de ressentir la tension au niveau de la hanche, au niveau du fessier. Sur ce genre d'exercice, ce qui est important, c'est vraiment d'y aller doucement, d'être progressif, d'essayer de gagner en amplitude sur les phases expiratoires de la respiration, et puis de faire des petits va-et-vient pour essayer de gagner en amplitude tout en restant progressif et assez doux. Bien évidemment, on réalise ce genre d'exercice sur les deux jambes. Parlons maintenant de l'aspect étirement musculaire. Alors, je me permets, là, j'ai juste une question en fait qui concerne une question de Mathieu qui dit bonjour Antoine, je ne comprends pas la corrélation avec l'amplitude des chevilles. Peux-tu reprendre ce point s'il te plaît? Donc, je pense que Mathieu évoquait le fait du manque d'amplitude de cheville ou manque de souplesse de cheville. Alors, il faut savoir qu'on va l'aborder un peu plus tard dans les réglages, mais je voulais savoir si tu pouvais nous en dire un peu plus sur ce point concernant la souplesse des chevilles. Oui, bien sûr. En fait, on a vu que la position sur l'avant était délicate hein, parce qu'on a les jambes fléchies, on a les genoux au niveau du tronc, on est en fin de flexion. Et en fait, un manque de souplesse de cheville eh bien, aura la même conséquence que le manque de souplesse de hanche, à savoir une rétroversion de bassin qui va s'accentuer. Pourquoi? Parce que l'objectif du rameur, ça va être de venir poser sa pelle dans l'eau ou alors de ramer le plus ample possible, d'avoir la plus grande amplitude efficace possible. Et du coup, un déficit de cheville eh bien, va entraîner une compensation qui va se faire en général plus par le haut du corps que par le bassin, mais par conséquent va augmenter la mauvaise posture. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, tout à fait, ouais, parfait. Moi, je pense qu'on verra dans les. Ah, et puis on verra par la suite comment. Alors là, on va rentrer dans un autre chapitre, mais on va voir comment le réglage peut essayer d'améliorer ce manque de souplesse de cheville. Voilà, donc je crois qu'on en était aux étirements du plan postérieur. Donc une fois qu'on a réalisé notre rodage articulaire de hanche, on va venir donc étirer la chaîne postérieure, notamment les fessiers et les ischio-jambiers. Alors là, donc on va davantage parler d'étirements. Les étirements sont plutôt conseillés après la séance. Maintenir environ 30 secondes les positions et ce 2 à 3 fois. Alors, sur le prochain schéma, on voit un étirement donc des fessiers. Donc là, le sujet est allongé sur le dos. Alors, j'ai pas l'image. Bon,
bon, c'est pas grave. Donc le sujet est allongé sur le dos. Il va venir poser son tibia sur son genou opposé. Et on va venir attraper le tibia de la jambe fléchie de manière à emmener le genou vers soi. Donc là, on va vite sentir une tension au niveau de la fesse, c'est que vous réalisez bien l'exercice. On va chercher donc dans cette position à relâcher le haut du corps, à relâcher les épaules, et on peut augmenter un petit peu la pression sur son tibia sur chaque phase expiratoire. Deuxième groupe musculaire, le plan postérieur. Donc là, on va voir deux exercices qui sont relativement simples et que vous devez connaître, hein. Donc le premier, c'est l'étirement contre un mur. Donc là, on va venir tendre ses jambes contre un mur. On va venir bien poser son bassin contre le mur. Les membres supérieurs sont allongés sur le sol. Le menton est bien rentré. On va essayer de mettre son dos dans une position neutre. Et là, le but donc va être de réaliser une posture sur 1 à 2 minutes en essayant de maintenir les pointes de pied vers vous. Donc là, on va sentir vraiment un étirement qui va partir du bout des orteils jusqu'au milieu du dos. Deuxième possibilité, où là, du coup, on va isoler un membre inférieur puis l'autre, ça va être de prendre une grande serviette de toilette ou un élastique si vous en avez, et de faire exactement la même chose, c'est-à-dire on va venir passer la serviette au niveau de la plante du pied et ramener le membre inférieur genou tendu vers soi, tout en maintenant la position. Pareil, hein, on va essayer de maintenir cette position sur 1 à 2 minutes. Donc voilà pour le côté musculaire. Didier, tu pourrais peut-être nous reparler des chevilles. Oui, justement, je rebondis aussi sur la question qui a été posée, à laquelle tu répondais. On a identifié le manque d'endurance lombaire pour ce problème de cheville. Le manque d'endurance lombaire au niveau musculature. Et donc, on vient d'avoir quelques informations grâce à toi sur ce qu'il fallait faire. Maintenant, on a d'autres moyens en fait d'adapter le matériel que l'on utilise justement pour pallier à cette souplesse de cheville manquante. Et en augmentant la distance justement, et c'est une des recommandations, encore une fois je reprends les recommandations d'Abel Rosu, c'est d'augmenter la profondeur des talons, donc la distance entre le siège et les talons. Donc on a deux possibilités en fait, soit on augmente la hauteur du siège, alors maintenant avec les coulisses réglables en bateau je parle, c'est possible. Mais si on est en fait à l'ergomètre, on a la possibilité de faire varier la hauteur du talon avec le système que vous connaissez sur les ergots. Donc en fait, on va chercher à baisser les talons pour faciliter justement le placement du rachis plutôt en position neutre et tendre vers légèrement l'antéversion en fait, hein. Donc voilà une des recommandations que l'on peut appliquer au niveau pratique ou matériel. Maintenant, c'est sûr qu'il y a, on parlait de l'endurance lombaire, ça reste un des points cruciaux. Donc justement, Antoine, est-ce que tu peux nous dire quels sont les muscles en jeu effectivement et comment on peut éventuellement les renforcer? Oui, donc c'est notre troisième aspect de lutte contre la blessure, donc la musculation posturale. Alors là, beaucoup d'études ont été décrites. Ces études montrent que les muscles profonds du dos, donc on les appelle les spinaux, et notamment le multifidus, eh bien chez les sujets lombalgiques étaient atrophiés. Et on remarquait également qu'on avait des infiltrats graisseux à l'intérieur de ces cellules. Du coup, on sait que chez le sujet lombalgique, ce muscle-là est particulièrement atteint. Également, d'autres études ont montré qu'on avait un rapport de force abdos sur spinaux
qui était délétère en faveur des spinaux. C'est vrai que avant, beaucoup dans le monde sportif, que ce soit amateur ou à plus haut niveau, on a plus tendance à travailler les abdominaux pour avoir les tablettes de chocolat au détriment un petit peu des spinaux. Et on remarque que ça, c'est vraiment délétère pour notre rachis lombaire. Alors, comment renforcer ce dos, justement? Donc, on va voir 3 exercices qui sont vraiment très simples, que vous connaissez tous, hein, c'est les positions de gainage classiques. Ceci dit, on va un petit peu les adapter. Alors, comment on va pouvoir les adapter? On fait beaucoup des exercices de gainage plutôt statiques. Or, on sait que le fait de créer un petit peu des déstabilisations va entraîner un meilleur recrutement des muscles profonds du dos, et notamment du multifidus qu'on parlait tout à l'heure. Donc, c'est intéressant de venir créer un petit peu un déséquilibre sur son gainage. Deuxième chose, on va essayer de faire intervenir plusieurs articulations, pas que le dos, pour être dans un geste plutôt fonctionnel. Pareil, hein, si on arrive à se renforcer dans un geste plutôt fonctionnel, on va améliorer le recrutement des muscles. Alors, ici, donc, sur le schéma, donc, on voit le sujet qui est sur le ventre, position de gainage sur le ventre. On pourrait partir d'une position toute simple sur les coudes, maintenir cette position. Puis, comme on voit sur le schéma, on peut venir tendre ses coudes. On maintient cette position. Donc là, on est en statique. Si on veut intégrer un petit peu de dynamique, on peut alterner entre coudes fléchis, coudes tendus. Alors après, le temps à partir, hein, on commence déjà par une vingtaine de secondes. On fait 20 secondes d'exercice, 20 secondes de repos. Et ça sur 4 minutes. Si on veut faire les 3 phases, ce sera largement suffisant. Ensuite, si on veut compliquer un petit peu plus, on va venir déstabiliser notre rachis en venant tendre le membre supérieur et le membre inférieur opposé. Là-dessus, lorsque vous maîtrisez cet exercice, on peut compliquer encore un petit peu en venant faire, par exemple, des cercles avec la main dans un sens, dans l'autre sens, pareil avec le pied. Bien sûr, hein, on ne va pas réussir à faire tout ça d'un coup, ça demande un petit peu de travail, hein, mais sur quelques semaines, vous pouvez tout à fait réaliser ça. Deuxième position, le gainage sur le côté. Donc là, même principe. Hein, on va commencer sur le coude, en position statique, et puis petit à petit, on va venir chercher une déstabilisation. Donc on va venir tendre le bras, toujours dans la même position. Lorsque cette position est bien maîtrisée, on peut compliquer encore un petit peu en décollant le membre inférieur qui se trouve au-dessus. Et puis pareil, on peut créer des petites déstabilisations en provoquant un déhanché ou alors des mouvements au niveau du membre supérieur. Dernière position de gainage, le gainage sur le dos. Donc là, on va être bien vigilant à avoir une position de dos neutre. Et donc là, pareil, même principe. On peut commencer comme sur la photo, sur les mains, en ayant les genoux fléchis. Mais on peut très bien commencer d'abord sur les coudes en ayant les talons au sol et les jambes tendues. Une fois que tout ça est bien maîtrisé, pareil, on complique, on déstabilise en venant décoller soit un bras, soit une jambe, soit les deux. Voilà, on va terminer par un exercice plus fonctionnel. Donc cet exercice, alors on l'appelle le lézard, on a vu ça avec Didier. Donc c'est un exercice où on va se trouver en position sur le ventre, les bras vont être tendus et on va venir faire un arc de cercle avec son membre inférieur pour venir emmener son genou vers l'épaule opposée. Ça, on peut déjà le faire en position statique. Lorsque cette position est maîtrisée, on peut le faire en avançant, comme vous voyez sur la vidéo. Alors, bien évidemment, hein, tous ces exercices, donc, on a vraiment essayé d'en montrer un maximum.
On peut les décliner à l'infini, hein, tant qu'on respecte bien les grands principes de renforcement musculaire du dos, qui sont faire du statique, ensuite créer des déstabilisations, et enfin faire des gestes plutôt fonctionnels. Merci beaucoup, Antoine. Effectivement, je vois dans le fil de discussion qu'il y a beaucoup de questions. Alors, malheureusement, vu l'heure qui passe, on a un peu pris par le temps, dans la mesure où on souhaiterait en fait donner la parole à Mathieu Gamero, qui est un technicien sportif régional en charge de développement de l'aviron indoor, et qui va nous parler en fait de l'application pratique de l'attention portée justement à des dispositifs visant à utiliser l'ergomètre, des dispositifs qui sont développés notamment depuis le confinement. Donc l'objectif étant effectivement que Mathieu nous parle de ces dispositifs. Et donc Mathieu, effectivement, je te laisse la parole pour nous parler déjà d'une part des axes de développement au niveau indoor, et puis de voir dans quelle mesure on peut mettre en place ces précautions sur les différentes actions en utilisant l'ergomètre. Oui, bien sûr. Bonjour Didier, bonjour Antoine, bonjour tout le monde. En effet, moi je suis sur le développement de l'aviron indoor dans le sens large. Du fait de cette situation actuelle où on est confiné à la maison, on fait beaucoup d'ergomètres, beaucoup de rameurs chez soi. Je pense que c'est important de souligner que c'est possible parce que beaucoup de clubs de notre territoire ont permis de leur permettre de ramer. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'il faut féliciter à mon sens. C'est avec la volonté de diversifier du contenu, de travailler sans intensité, dans des durées modérées, donc de 1 heure ou moins, et de garder donc le lien entre les pratiquants et les clubs, que la Fédération française d'aviron et son partenaire, la Maïf, ont mis en place le dispositif Rame chez toi, et se sont aussi mis en partenariat avec l'application Kinomap. Donc, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Kinomap, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui permet de jouer des vidéos géolocalisées. On peut les faire, les refaire, comparer les temps qu'on a fait, se comparer avec les autres, et aussi de suivre un entraînement coaché. Du coup, la Fédération française d'aviron a créé une chaîne sur Kinomap et il recense des vidéos géolocalisées ainsi que des entraînements dont certains ont été mis en place spécifiquement pour le confinement. Tous les licenciés ont dû recevoir dans la newsletter et dans leur boîte mail l'information de ce partenariat et ont reçu un code d'activation gratuit d'1 mois pour cette plateforme qui est normalement payante. Voilà. Pour le dispositif Rame chez toi, c'est quelque chose qui anime chaque semaine de confinement. Donc, les lundis et les jeudis, on y propose des séances sous forme de défis de 3 jours. Donc, c'est des séances plutôt ludiques où la force et l'intensité de votre entraînement n'est pas mise en avant, mais plutôt la connaissance de soi, la régularité. Voilà. Donc, au bout des 3 jours, il y a un petit classement où tout le monde, du coup, est à armes égales et peut se comparer. Il n'est pas nécessaire de faire toutes les séances pour entrer dans le dispositif. On peut chaque lundi et chaque jeudi faire la nouvelle séance qui est proposée. Et les dimanches, 2 séances de running avec une version sportive et une version sport santé sont proposées durant une semaine et renouvelées chaque semaine. C'est un dispositif un petit peu particulier parce que normalement, les cours de running sont réservés aux clubs qui ont un abonnement pour recevoir ce contenu fédéral. Et là, il est mis à la disposition de tout le monde pour permettre à chacun de diversifier sa pratique et de garder le lien avec la pratique qu'ils ont dans leur club. Du coup, tout le monde ne connaît pas forcément le running. On a peut-être une petite vidéo ou des photos. Voilà, merci Didier. En gros, le running, c'est un circuit training qui va durer 36 minutes.
Dans sa version sportive, on a 3 circuits de 12 ateliers. Les 12 ateliers reviennent 3 fois, avec un ratio de 45 secondes d'effort pour 15 secondes de récupération. Dans sa version sport santé, il y a 8 exercices répétés sur 3 circuits, avec la ratio d'1 minute sur 30 secondes de récupération. On y retrouve des exercices classiques avec des variations de cadence, d'amplitude. On y retrouve des exercices à côté de la machine, des squats, des gainages. Petite spécificité du running version santé, c'est qu'on peut y retrouver des exercices avec des petites haltères ou des élastiques. Ou encore d'autres exercices où on utilise l'instabilité de la coulisse ou d'autres angles de travail. Voilà. Ces exercices, ils sont présentés durant l'échauffement. C'est le seul moment où il y a la voix qui accompagne le cours. Du coup, c'est vraiment important de les regarder parce que vous seront proposées les variantes de ces exercices. C'est un exercice qui, en effet, en termes de posture, peut vous faire mal au dos ou demande un certain niveau d'exécution. Vous pourrez y trouver, lors de l'échauffement, les variantes possibles. Donc, c'est vraiment important de vous diriger vers ça. Voilà, donc avant de venir sur quelques exercices peut-être spécifiques de running, je vais parler dans les grandes lignes, revenir en tout cas sur ce qu'ont dit Didier et Antoine sur le réglage. Dans la mesure où on est incité donc à avoir là, avec ces dispositifs fédéraux et toutes les autres sollicitations possibles, une pratique régulière de l'ergomètre. Pour protéger son dos, il me semble important tout d'abord de faire attention au drag factor. Donc vulgairement, la languette que vous avez sur le côté de votre roue. Plus vous la montez, évidemment, plus c'est difficile et plus c'est bas, plus c'est facile. Vous avez alors en petit sur un tableau indicatif une relation entre le drag factor et le poids à prendre avec des pincettes. Ce sont des grandes lignes. Ce drag factor, pour ceux qui ne savent pas aller le chercher, vous pouvez le retrouver dans les paramètres de vos PM. Et donc, du coup, lorsque vous ramez, vous avez cette valeur qui est affichée. D'une façon générale, le bon drag factor est celui qui vous permet, sans vous faire mal, de ramer d'une façon confortable et prolongée sans problème. Voilà. Spécifiquement sur le running, n'hésitez pas à faire varier ce drag factor parce qu'on va se retrouver sur des exercices très sollicitants, par exemple sur un petit muscle très ciblé, d'épaule ou quoi que ce soit, sur des postures et des positions un petit peu différentes que ce qu'on a l'habitude de trouver d'habitude. Et donc, du coup, on peut créer des problématiques liées à de la posture si on n'est pas bien gainé. Donc, n'hésitez pas sur des exercices difficiles à baisser votre résistance de manière à maintenir une bonne posture et à ne pas vous blesser. Autre piste d'ajustement, Didier l'a bien souligné tout à l'heure sur le bateau, donc même chose pour l'ergomètre. Cette hauteur des cale-pieds, pour être plus confortable sur la position avant, vous pouvez tout simplement baisser un petit peu vos cale-pieds. C'est comme si on était assis sur le sol. Si on a les fesses au sol et les pieds surélevés, si on va aller amener son buste vers les pieds, on va arrondir son dos et donc, du coup, on sera dans une mauvaise position. À l'inverse, si on a les pieds un petit peu plus bas, comme si on était sur une chaise, ça sera plus facile pour tenir son dos. Donc, il faut garder ça en tête et se dire que sur le début de propulsion, si on a mal au dos, baisser un petit peu les cale-pieds pour être dans une position plus confortable lors du début de votre propulsion. Voilà. On va passer sur quelques exercices spécifiques du running. Sur le cours actuel, donc celui qui est jusqu'à dimanche, je vais vous présenter l'exercice de triceps qui se fait avec une poignée sur le côté de la machine, donc exercice qu'on n'a pas l'habitude de voir avec nos machines, mais qui peut très bien s'exécuter dans le respect de la machine et sans se faire mal. Au contraire, c'est même très intéressant. On est sur un exercice qui cible principalement donc les triceps, mais il faut une bonne posture d'une pour être efficace et de deux pour ne pas se blesser. Donc, il y a quelques petites astuces. Fléchir un petit peu les jambes, comme le disait tout à l'heure Antoine. Amener le buste légèrement en avant va vous permettre d'avoir un meilleur gainage, une meilleure sollicitation de la ceinture abdominale. Et donc, du coup, ça va éviter des dérives posturales et donc éviter de vous faire mal au dos.
Voilà. D'autres pistes aussi, positionnez votre regard. Si vous positionnez votre regard légèrement sur l'avant, vous aurez plus de facilité à garder votre dos à plat plutôt que si vous regardez vos pieds où votre dos aura tendance à s'arrondir. Vous pouvez aussi spécifiquement sur cet exercice poser la main qui n'a pas la poignée sur la cuisse pour aider au gainage et donc pour vous rigidifier et donc du coup tenir votre position. Encore une fois, c'est un exercice qui sert d'exemple, mais d'une façon générale, que ce soit avec une haltère, un élastique ou autre chose, les consignes sont les mêmes. Voilà. On va passer sur un autre exercice, un exercice de squat qui sera présent sur le prochain cours de running, le cours de la semaine prochaine, donc qui arrive dès dimanche. Je ne vois pas la diapo. Voilà, elle devrait arriver. Encore une fois, ici, c'est un exercice qui sert d'exemple. Beaucoup de consignes sont à retransposer sur d'autres façons de faire des squats. Il y en a plusieurs. Tout d'abord, Antoine le précisait tout à l'heure, bien sentir que le poids du corps est dans les talons. Vous avez des petits exercices qu'on a vus tout à l'heure pour voir si la position est bonne. Vous pouvez aller faire des exercices avec une chaise, aller vous asseoir sur une chaise que vous éloignez petit à petit. Sentez en gardant l'équilibre que vous avez le poids dans vos talons. Pour aller un peu plus loin, vous pouvez imaginer que vous avez une table devant vous et que si votre buste est trop penché en avant, vous avez la tête dans la table. Gardez en tête aussi que vous voulez garder votre dos à plat et une fois de plus, le regard est important. Positionnez votre regard à 1,50 m, 2 mètres devant vos pointes de pied pour vous redresser. Spécifiquement sur cet exercice, qui est un exercice de squat jump, les bras servent d'élan en fait. Le fait d'amener les mains vers le bas va avoir tendance à vous donner envie d'arrondir le dos. Ce n'est pas grave si les mains ne touchent pas le sol ou les chevilles, elles peuvent s'arrêter au niveau des mollets. Il faut garder en tête que le but principal de cet exercice, c'est l'abaissement du bassin et non pas des épaules. Donc, on garde le regard devant, le dos à plat et on évite d'arrondir le dos pour aller chercher plus bas alors que ça n'est pas nécessaire. Par rapport à l'exercice de squat, si vous ne maîtrisez pas complètement le squat complet, je vous incite à le faire avec vos coachs, dans vos structures. Si vous ne maîtrisez pas complètement, un demi-squat suffira vraiment. Allez chercher l'horizontalité sous la cuisse et vous éviterez une mauvaise posture. Voilà. D'une façon générale, que ce soit sur le running, sur une séance de rame chez toi, sur une séance de renforcement ou autre, gardez bien en tête que l'exécution doit primer sur les répétitions, mais de la qualité, pas forcément de la quantité. On revient sur les exercices présentés par Antoine, qui étaient vraiment avec de la maîtrise. Et donc, du coup, ce qui compte n'est pas forcément d'abattre le nombre d'exercices le plus possible, mais de les faire correctement. C'est pas parce qu'on est sur une période un petit peu particulière qu'on travaille différemment que ce n'est pas un travail important. On parle de posture et c'est intimement lié à notre gainage. Donc, travailler avec des contraintes d'équilibre, comme on a vu tout à l'heure, rechercher un travail des muscles profonds et pourquoi pas aller après vers d'autres types de séances en cherchant pourquoi pas l'amélioration technique du geste. Voilà les petits conseils que je pourrais vous donner. Très bien, super. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, effectivement, des conseils très, très précieux. Alors, on a un petit peu dépassé le temps prévu, mais je voudrais revenir sur les nombreux posts qui ont eu lieu et revenir sur répondre à deux questions. En fait, la première, c'est la question d'Abdella qui dit « Est-ce que les réglages évitent les blessures ?» Alors non, en fait, clairement, les réglages n'évitent pas les blessures. Les réglages permettent d'optimiser et de se mettre dans des positions, dans des postures qui vont pouvoir justement, sur la répétition du geste, éviter les blessures. Mais en aucun cas, juste les réglages n'éviteront les blessures. C'est pas en modifiant le réglage qu'on modifie obligatoirement la posture. Donc voilà, pour répondre à Abdella. Et puis, une question alors que je recherche.
Est-ce que Mathieu ou Antoine pouvaient répondre à cette question de Pierre? Est-ce que la pratique de la natation peut-elle contribuer à renforcer les muscles du dos? On parle bien des muscles profonds là, que tu as évoqués, Antoine. Oui, c'est vrai que dans nos cabinets de kiné, on a beaucoup tendance avant surtout, à conseiller aux jeunes qui ont des problèmes de dos à aller faire soit de la natation, soit de l'aviron pour renforcer leurs muscles du dos. Alors oui, bien évidemment, la natation par rapport à sa posture allongée sur le ventre, par rapport au fait qu'on se propulse par le membre supérieur, entraîne nécessairement un renforcement des muscles dorsaux, notamment le grand dorsal. Ceci dit, on a quand même des études qui montrent qu'on a une part relativement importante de lombalgie, notamment en natation. Donc du coup, par la natation, on va plutôt renforcer les muscles, les grands muscles du dos, les muscles qu'on appelle superficiels, mais on va peut-être un peu moins solliciter les muscles en profondeur. Donc du coup, faire de la natation pour renforcer son dos, c'est très bien, mais je pense que ça ne suffit pas. Attention peut-être aussi au type de natation. Et bien sûr, il faut faire attention au type de natation. Moi, je pensais au crawl, mais c'est vrai qu'il y a différentes nages et comme on l'a vu précédemment, la technique est importante aussi en natation, quelle que soit la nage d'ailleurs. D'accord. Très bien. Et puis, on va se servir du poste de Silver qui nous dit effectivement que assouplir une articulation, est-ce possible? Alors non, on parle bien d'assouplir, d'étirer les muscles pour pouvoir aller dans l'amplitude articulaire maximale, justement. Et comme tu dis, gagner en amplitude via les muscles, oui, tout à fait. C'est bien l'objectif de pas avoir de raideur musculaire qui limite justement cette bonne posture. Et puis une ouverture peut-être pour une prochaine webconférence sur les étirements avec cette remarque de Silver sur les étirements après effort. Immédiatement prudence, oui, effectivement, alors, plusieurs courants en fait existent par rapport à la réalisation de ces étirements. Donc là, on sera un peu trop juste en temps pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Mais en tout cas, effectivement, de toute façon, il faut peut-être différer un petit peu les étirements de la pratique pour être sûr de ne pas créer de lésions. Mais l'augmentation de l'amplitude, effectivement, forcément par des étirements. Voilà, je voulais vraiment vous remercier, Antoine et Mathieu, pour votre participation et puis toutes ces informations hyper importantes et hyper intéressantes dans ce contexte un petit peu délicat du confinement. J'espère que les informations qui vous ont été données vous serviront. Alors, de plus en plus d'informations sont sur le site de l'AMAP où il y a également beaucoup de fiches justement pour réaliser des étirements et du renforcement postural. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur ces contenus. Et puis, il me reste juste encore une fois à vous remercier tous pour votre écoute. Et puis, encore une fois, remercier Antoine et Mathieu pour leur très belle présentation. Merci Didier. Merci à toi. Merci Didier. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.